Aujourd'hui, je suis en Normandie et je vais chez Bernard et Danielle, son épouse. On arrive. On peut pas se faire la bise. Hein, on se fait la bise quand même. Avec on se fait la bise quand même. Je suis contente qu'on arrive enfin à se voir dans cette belle maison. Il est né à Paris en 1932 et c'est le deuxième de la fratrie. C'est donc pris en 41 ou 42 et vous voyez, on est à l'extérieur d'un jardin public. Rue Jules Ferry, parce qu'en Jules Ferry, on habitait dans le 10e arrondissement, parce que l'intérieur des jardins publics était interdit aux Juifs. Ma mère, mon frère Joseph, le petit bébé. C'est votre sœur qui s'appelle Rosa. Elle s'appelle Rosa. Rosa. Et votre mère Sarah. Donc vous étiez l'aîné ou Non, mon frère est l'aîné, un an. Vous êtes les deux à avoir survécu? Oui. Que vous deux? Que nous deux. Votre sœur, votre mère et votre père, il La était où? petite, il était déjà arrêté malheureusement. Mon père était déjà arrêté. Il a la première rafle en août 40. Ça veut dire qu'il a été arrêté en tant qu'étranger? Oui. Oui. Il était quoi? Raflé dans la rue, la famille était lituanienne. Kanovitch, un nom lituanien. C'est la seule photo qui existe de votre C'est la père? seule photo qui existe. Et Incroyable. elle est de 1927. Ils sont beaux, hein? Ils sont beaux. Très très beaux. On s'est rencontrés tout bêtement à la fac de médecine. Voilà. Il y a combien de temps? Nous étions en deuxième année. Ça fait 60 ans qu'on est mariés. Voilà. J'étais très impressionnée par mon mari, mon futur époux, très impressionnée parce que les autres étudiants avaient l'air d'être de petits genoux et que lui était déjà mûr. Voilà. Et donc je suis tombée sur un homme. Voilà. Et c'est ça qui m'a impressionnée. Voilà. Et c'était lié à son histoire? Parce qu'il avait mûri, malheureusement, mûri grâce à tous les événements tragiques qu'il avait vécus. Donc j'avais affaire à un homme, et les autres c'était déjà... Et je suis donc tombée amoureuse. En effet, la vie de Bernard bascule définitivement alors qu'il n'a que 9 ans. Quand son père est arrêté, sa mère se retrouve seule, enceinte, et accouche de la petite dernière. La vie à ce moment-là, c'est rien, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, puisque très rapidement, les interdictions de stades, de piscines, de jardins publics, de cinéma, de différents spectacles, tout ça sont interdits aux enfants juifs. Donc l'activité, c'est la rue. On est près du canal et c'est le lieu de rencontre de tous les enfants juifs du 10e arrondissement, dont beaucoup de parents sont arrêtés, dont beaucoup sont orphelins déjà. Il y avait des petits groupes d'enfants, des petits groupes de plusieurs, 6, 8 ou 10 enfants. On était tout le temps ensemble. On avait déjà l'expérience des mauvais coups dans lesquels il ne fallait pas se mettre, de là où il fallait se cacher, de là où il fallait se tirer. Ouais, vous êtes devenus des hommes entre l'arrestation de votre père et... C'est à ce moment-là que ça s'est fait. C'est à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous arrive le jour de la rafle du Veldiv? Vous êtes où? Le jour de la rafle du Veldiv, je suis avec ma mère donc à notre domicile, rue Bichat. L'immeuble, la rue entière sont dans le plus grand trouble. Les autobus, les cris, les gendarmes, les policiers. Et nous, on est dans l'appartement. On frappe à 5-6 heures du matin. Des coups violents, probablement des coups de crosse. Ouvrez police, ouvrez police, ouvrez police. On est derrière la porte, ma mère, mon frère et moi, et le bébé qui dort dans un berceau à quelques mètres de là. On tape, on tape, on tape, ma mère n'ouvre pas, le bébé dort, il se passe rien. Il n'a pas pleuré, alors qu'ils ont tapé très fort à la porte. Et le bébé n'a pas pleuré. Et le bébé n'a pas pleuré. Et on était comme ça, et je me souviens de cette photo-là. Ça dure, ça dure et ça dure, et ça s'arrête. Sa mère décide alors d'envoyer ses 2 fils chez leur oncle, à Châteauroux, encore en zone libre.
Comment ça se passe le départ, la séparation avec votre mère? On n'a rien dit. Ma mère était effondrée avec le bébé dans ses bras, très agitée, allant de là, pas un mot. Ça a été terrible, terrible. Pas de larmes, pas de bientôt, pas d'embrassade, comme on pouvait. C'était un sauf qui peut. Et on est parti, gare de Serlitz, Vierzon. Tout le monde change de train à Vierzon. C'est-à-dire que Vierzon était la ville de la ligne de démarcation. Le train n'allait pas plus loin que Vierzon, tout le monde descend à Vierzon. Mais pour aller prendre l'autre train qui allait vous amener vers le sud et vers la liberté, disons, il y avait la Gestapo qui était là et qui regardait les gens passer. Le contrôle se faisait sur la voie, nous on est passés. Vous vous rendez compte? Vous vous dites quoi? On joue sa vie, on se rend compte que là, on ne joue pas aux gendarmes et voleurs. On est passé et on est allé s'asseoir dans le train. Avec même une maîtrise, une assurance. C'est après que j'ai eu peur, c'est dans le train. Je tremblais de peur. Le train est parti, on est arrivé à Châteauroux. Mon oncle, qui est un jeune homme, donc il a 20 ans, ancien, il est démobilisé de l'armée française. Il nous prend un bras d'un côté, un bras de l'autre, et on va au lycée de Châteauroux. Et là, j'ai rencontré un des hommes qui m'a le plus impressionné, le proviseur. À peine mon oncle a raconté qu'on est arrivé hier de Paris, il a pris les trucs d'inscription au lycée et il a lui-même fait les demandes d'inscription, lui-même. Et on est resté le jour même au lycée, on était pensionnaires. Et il vous demande si vous êtes juif? Pas une question. Comment il s'appelle? Moulin? Moulin. Moulin comment? Bernard. Moulin comment? Joseph. Et il inscrivait. Pas une question. Incroyable. Toute l'intelligence des situations, elle était là. Bernard et son frère quittent ensuite Châteauroux et traversent la France à vélo jusqu'en Normandie, où ils se cachent dans une ferme. Et nous, on se trouve dans cette zone, la côte de Chambois, la fameuse bataille de Chambois. Alors, ils étaient cachés dans un placard. Et il y avait la Gestapo dans la ferme. C'était pendant la guerre, c'était au milieu de la guerre. C'était donc après le débarquement, dans les jours de la bataille de Chambois. Et ils sortent la nuit pour aller traire les vaches qui n'arrêtent pas de meugler. Ils vont traire les vaches, ils boivent le lait. Ils sortent du placard quand tout le monde dort, ils vont boire du lait, ils retournent dans le placard. Vous vous souvenez du jour de la libération? Un matin, les uniformes avaient changé. Le tank était là, il n'était pas la veille, c'était un tank américain avec l'étoile. Les uniformes étaient différents, la langue était différente. On a mangé, mon frère et moi, 1 kilo de chewing-gum. Le bonbon. Pendant toute cette période, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Aucune nouvelle. Aucune nouvelle de vos parents? À aucun moment, d'ailleurs, on n'aura plus jamais de nouvelles. Plus jamais. Les choses se sont imposées comme une évidence. Ils allaient toujours Voilà. à l'arrivée des Mon déportés, père n'est pas vous là. savez. Il y avait des listes. Bien sûr. Voilà. Et oui, tout le monde allait à Lutetia. Voilà. Mon père n'est pas là. Il est physiquement pas là. Il n'est pas là. Voilà. Il n'est pas là. Et votre mère et votre sœur, qu'est-ce que vous avez su? On en a su même encore moins. À cette époque, les enfants ne rentraient pas dans le camp et les mères probablement avec. Donc il est peu probable qu'elle ait été enregistrée à Auschwitz. Elle n'a pas été enregistrée. En tous les cas, il n'y a pas. La petite peut être morte dans le voyage. Face à l'absence, Bernard et son frère décident de suivre le chemin tracé par leur père. Je me souviens de tout petit garçon, alors vraiment
La fierté de mon père, qui avait 2 fils, mon frère et moi, 2 fils français. On était les premiers nationaux de la famille depuis des générations. On peut faire des projets. L'un sera médecin, bien entendu, et l'autre avocat. Donc votre père vous avait dit d'être... Ah oui, c'était convenu, c'était naturel, il n'y avait même pas de... Il y avait même pas d'obligation, de sentiment d'obligation. Ça faisait partie d'un contrat, d'un acquis qui a vécu et qui a vécu, disons, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui vous a fait tenir, c'est d'avoir cet objectif fixé par votre père? Ah, ça a en tous les cas fixé les choses. Au moment de la rentrée universitaire, on récupère l'appartement rue Bichat. Des parents? Des parents. Il est dans l'état dans lequel on l'a quitté. Les papiers peints, tout est la même chose. C'est peut-être un des moments où j'ai le plus ressenti l'absence. On rentre dans cet appartement, il est comme il était quand on l'a quitté. La scène de l'appartement de vos parents vide. C'est affreux, c'est affreux. Et vous C'était la situation la plus oppressante que toutes ces années auparavant j'avais vécu. Et pourtant des souvenirs, des moments où la présence des parents ou des événements est forte, il n'en a pas manqué. Mais là, de rentrer dans cet appartement. La concierge vient, j'ai ça qui était dans la cave de ta mère, et bien je te les donne. Les seuls objets qui me restent de mes parents. On a eu notre nuit de noces dans cet appartement. Mais non. On est allé donc rue Bichat et on a dormi. On était très heureux. C'était là qu'il fallait être. Peu de temps après, comme vous l'imaginez, mon frère est venu avec nous. Il a vécu rue Bichat avec nous. C'était notre choix, c'était ça. C'était de se retrouver ensemble et puis de mener les projets qui étaient les nôtres, c'est-à-dire les projets universitaires. Et de refaire une famille. Et de refaire une famille. Oui. Merci beaucoup. C'est là, non? Merci à vous, merci.